Royaume de Loango, Congo. Selon Édouard Lopez, qui visita le royaume de Loango, 1578-1586, celui-ci est compris entre l'Équateur et les rives du Zaïre. Il est composé de plusieurs provinces, dont les principales étaient le Mayomba, les Alongo, ou Kalengo et Loango, qui avaient donné son nom à la contrée. Au XVIe siècle, il était probablement encore vassal du Congo. Il rompit son allégeance et entraîna le Kakongo et le Ngoyo. Ces rois, considérés comme divins, se réclamaient d'un ancêtre forgeron. Le roi avait plusieurs titres. Maloango, Ntolila, et quand on lui adresse la parole, Tino. C'est un prince-dieu, le Mani. Il n'est jamais vu en train de manger. Un prince de 12 ans, qui avait vu son père manger, fut écartelé, et sa dépouille promenée dans la ville pour l'exemple. Sa mort était fixée rituellement de nombreuses années à l'avance. Le jour de ses funérailles, tous les foyers sont éteints, la chasse, la pêche, les échanges sont interdits. Les sujets n'ont pas le droit de changer de vêtements. Ils doivent se laisser pousser les ongles et les cheveux. D'après l'allemand Samuel Braum, le roi de Loango avait 300 concubines, mais une seule femme principale qui est la reine. Les fils aînés de celle-ci héritent du trône. Les autres fils ont le gouvernement des provinces. Les fils des concubines obtiennent des grades dans l'armée et ils portent le titre de Mana, Monseigneur. Si la reine n'a point d'enfant mâle, c'est le fils de la sœur du roi qui succède à la couronne. La mère ou la sœur du souverain joue un rôle éminent dans la direction de l'État. Les princesses choisissent un époux temporaire qu'elles renvoient quand il a cessé de leur plaire. Tous les explorateurs qui visitèrent cette contrée ont vanté sa richesse et sa parfaite organisation. Les terres y sont fertiles, le commerce actif. La principale ville portait le même nom et servait de résidence au roi. Les palmiers et les platanes, sous lesquels les maisons sont bâties, y entretenaient une fraîcheur continuelle. Les rues étaient longues et larges. Le palais du roi occupait le côté de l'ouest et sa porte donnait sur une belle place où le prince tenait les conseils de guerre et célébrait les fêtes publiques. Une grande rue qui partait de cette place rassemblait tous les jours une quantité de marchands, soit de la ville, soit des lieux voisins. Ils y exposaient des étoffes de palmier, de la volaille, du poisson, du vin, du blé et de l'huile. Toutes les maisons de la ville étaient à peu près de la même grandeur. Les habitants étaient réputés pour leur générosité. Ils avaient un goût très poussé pour les vêtements. Les hommes portaient de longs pagnes qui chez les riches, tombaient jusqu'aux pieds, le bas étant ordinairement orné d'une frange. Sur la tête, ils portaient un bonnet serré et, dans les mains, un grand couteau, leur arc et leur épée, car ils ne paraissaient jamais sans armes. La toilette des femmes était particulièrement soignée. Leurs pagnes descendaient un peu au-dessous du genou. Et quand elles avaient les moyens, elles portaient des robes, elles portaient des colliers, des bracelets, de corail et de verroterie. Mais l'aspect le plus caractéristique de la civilisation du Loango est sa religion. Ce culte rappelait étrangement la mythologie gréco-romaine. Certaines divinités avaient l'empire du vent et du tonnerre, d'autres présidaient aux poissons de la mer. Toutes ces divinités avaient pour nom Mokissos. C'étaient des statues ou images
quelques-unes représentaient des figures humaines. Ils attribuaient à ces Mokiso les mêmes passions que les hommes. Les dieux étaient jaloux, haineux. Leur culte était entretenu par des prêtres appelés Gangas. Chaque localité avait son Mokiso, et il y en avait qui jouissaient d'une grande réputation dans le pays. On n'entreprenait aucun projet sans consulter l'oracle. Ainsi, un homme n'entreprenait pas un voyage, un mariage, sans avoir eu la bossibata, c'est-à-dire la réponse favorable de l'aruspice. Ce royaume devait lui aussi subir le même sort que les empires de la côte orientale de l'Afrique. Lorsque les voyages effectués dans la Haute-Guinée, à la fin du XVIIe siècle, eurent révélé l'existence de ce royaume, l'Angleterre décida une expédition dont le commandement fut confié au capitaine Tuquet. Tous les moyens de succès furent prodigués pour la faire réussir, parce qu'on espérait pénétrer dans les contrées de l'Afrique où une population nombreuse procurait une débouchée assurée aux manufactures de la Grande-Bretagne. L'aventure se termina par une déroute totale. Tuquet perdit la plupart de ses hommes. Navré de tant de pertes, il fut conduit, dans un état de complet épuisement, à bord de la Dorothée. Il y mourut le 4 octobre 1816. Mais il en avait ouvert le chemin aux grands négriers qui sapèrent pendant tout le siècle les forces vives du royaume Loango.